donc, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle, je travaille sur les mycorhizes, je vais vous en reparler à un moment d'ailleurs, et aussi dans deux autres universités, celle de Gdansk en Pologne et celle de Kunming en Chine, même si actuellement ces voyages à l'étranger me prennent beaucoup moins de temps que les années précédentes. Bon, je pense que tout le monde sera d'accord que c'est du sol sur cette image, et en fait, c'est pas du sol. C'est pas du tout ça le sol. On n'est pas à la bonne échelle, et puis comme c'est pas transparent, on voit pas ce qu'il y a dedans. En fait, notre appréciation du sol, qui est quelque chose avec de la matière organique et des racines, est assez trompeur. En réalité, euh, le sol, c'est microbien. Et il y a dans le sol une diversité microbienne qui réalise plein de fonctions. Alors, je vais d'abord introduire les deux grands groupes qu'on trouve dans le sol. Le premier, c'est les champignons. Alors, on peut être étonné que les champignons soient des microbes parce qu'on a l'habitude de voir une partie massive. Et cette partie massive, en fait, ce n'est que la partie qui produit des spores. Et normalement, au jour le jour, le champignon est fait de filaments microscopiques dans les sols, des filaments qui font en gros un dixième de millimètre. Alors, pour le coup, c'est donc que les champignons sont essentiellement microscopiques et d'ailleurs, dans les sols, ils ont un rôle, ils ont une présence qui se manifeste par une odeur de champignons qu'ont beaucoup de sols, bon, plutôt les sols forestiers que les sols agricoles en fait, une forte odeur qui est une odeur qui en fait trahit la présence justement de ces filaments microscopiques. Et puis on a aussi des bactéries. Alors là, je vous ai mis des bactéries un peu allongées, voire en chaînette, qu'on appelle les actinobactéries, d'ailleurs productrices d'antibiotiques, les actinomycètes, les streptomycètes, c'est des producteurs d'actinomycine, de streptomycine qu'on utilise. Et ces bactéries-là, elles sont d'ailleurs également détectables à l'odeur, car c'est elles qui produisent la molécule qui donne l'odeur de terre. Quand on dit ça sent la terre, ça sent en fait les bactéries. Et c'est aussi cette odeur qui est expulsée du sol quand il pleut et qui, de façon plus diluée, donne cette odeur assez particulière de l'après-pluie. Donc, il y a des bactéries et des champignons dans le sol, mais en fait, si on met vraiment ça à l'échelle, ça se passe plutôt comme ça. Les bactéries sont quand même 10 fois plus petites que les filaments de champignons. Et vous voyez que dans la petitesse, dans l'état microbien, il y a encore des échelles de taille. Bien. Alors, ça, c'est la diversité microbienne, mais ça se décline en espèces et comment détecte-t-on ces espèces? Alors, historiquement, on agitait le sol dans l'eau, on étalait cette eau sur des petites boîtes contenant du milieu de culture et on regardait ce qui poussait. Chaque cellule fondait une colonie, un groupe, dont la couleur, la surface, l'odeur, bref, tout un tas de caractéristiques permettaient de dire « Ah, bah là, on a telle bactérie, là, on a tel champignon ». En fait, on cultivait. Et dans un gramme de sol, on pouvait trouver X espèces. Plus récemment, on a eu des nouvelles méthodes qui ont en fait utilisé l'ADN des microbes pour les détecter. En gros, vous broyez votre échantillon et ensuite, par des méthodes analytiques, vous détectez les espèces qui sont présentes par leur ADN. Et là, en fait, on trouve un nombre d'espèces Y. Et la nouvelle remarquable qui a émergé à la fin des années 90, c'est qu'en fait, quand on divise X par Y, on s'aperçoit que avant d'utiliser l'ADN, avant les années 90, on ne connaissait que 1% de la biodiversité microbienne du sol parce que 99% n'est pas cultivable. D'ailleurs, c'est souvent plus de 99%. Ce qui fait qu'il y a eu un boom, on a tout d'un coup eu 100 fois plus d'espèces dans les années 90 avec des outils pour définir ces espèces. Le problème, c'est que là, je vous parle d'une diversité d'espèces et vous allez me dire, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je veux, c'est une diversité de fonctions dans mes sols. Ce qui compte, c'est que mes sols fonctionnent. Et bien justement, je vais maintenant vous montrer quelques images de ça. Je récapitule juste avant l'idée que dans un gramme de sol forestier, vous avez entre 1000 et 10 000 et 100 000 espèces de bactéries. Vous avez entre 1000 et 100 000 espèces de champignons. Alors, dans un sol agricole, il y aura peut-être un peu moins de champignons. Un bon millier de protozoaires, c'est-à-dire des amibes, des ciliés, des choses comme ça. Et puis même en surface, quelques algues microscopiques. Au total, vous avez une biomasse énorme de matière vivante dans le sol, mais elle est surtout microbienne. Elle est pour une grande moitié microbienne. Et je voudrais vous rappeler que finalement, bon, non seulement 50 à 75% de la biomasse vivante des écosystèmes terrestres est dans le sol, mais en plus, il y a un nombre énorme d'espèces qui sont connues du sol, puisque vous voyez que c'est un quart des espèces connues, et notamment un quart des espèces animales terrestres connues qui vivent dans les sols. Donc il y a une énorme biodiversité, mais ce qui m'inquiète plutôt pour vous, c'est de vous passer l'image d'une diversité en action. Alors, cette action, je vais la décliner avec plusieurs exemples. Je vais revenir à mes champignons.
Bon, les champignons, ils sont capables de décomposer, certaines bactéries aussi d'ailleurs, hein. Et notamment là, vous avez un morceau de bois qui est en train de pourrir, qui devient blanc et mou. En fait, ce qui est décomposé, c'est ce qui rigidifie le bois et qui représente quand même 30 à 40% de la masse du bois, la lignine. La lignine, vous allez me dire, bon, en écosystème agricole, on n'a pas de bois. C'est faux. Il y a des tissus lignifiés qui assurent la rigidité de tout un tas de plantes, notamment au niveau des nervures. Et donc, il y a aussi de la lignine, même s'il y en a moins, dans n'importe quelle matière organique végétale. Eh bien, seuls les champignons sont capables de la traiter. Ce composé, qui représente 20 à 40% des écosystèmes selon les cas, il n'est décomposé que par les champignons. On a 900 milliards de tonnes produits chaque année sur Terre. S'il n'y a pas de champignons, ça s'accumule. Donc, ils sont capables de s'attaquer à des molécules éventuellement extrêmement récalcitrantes. Les microbes sont capables de s'attaquer à des molécules récalcitrantes, comme la lignine pour les champignons. Alors là, je vous montre un rond de sorcière. Un rond de sorcière, c'est un champignon qui grandit vers l'extérieur en mangeant ce qu'il a à manger dans le sol, et puis au milieu, il meurt parce qu'il a mangé tout ce qu'il y avait à manger. En automne, le rond de sorcière, vous le voyez très bien comme un cercle de ses organes reproducteurs macroscopiques, hein, ce qu'on appelle vulgairement le champignon, mais en réalité, il faut imaginer que ça nous montre où sont les filaments microscopiques du mycélium. Et si vous regardez vos ronds de sorcière à une autre saison où on ne voit pas du tout les parties émerger, vous voyez très bien la marque du mycélium, notamment au printemps, parce que l'herbe est plus verte. Pourquoi? Eh bien parce que les microbes du sol et les champignons en particulier, et là on le voit très bien parce qu'on voit où est le champignon, ils sont comme vous et moi. Ce qu'ils mangent, ils en font de la masse d'eux-mêmes. Donc ils grandissent, ils font de la masse de filaments de champignons. Mais surtout, mais aussi, ils en respirent une partie. Et vous et moi, quand on respire, eh bien, on brûle des molécules. La respiration, c'est utiliser l'oxygène pour brûler des molécules. Et ça fait quoi? Ça fait du CO2. Bon, ben, ça, on l'expire. Ça ressort par le sol ou ça ressort par nos poumons. Et puis, ça fait des cendres. Et les cendres, c'est ce que nous, on met dans l'urine. Et les champignons aussi produisent un équivalent d'urine. Ils rejettent de l'azote et du phosphate qui provient de molécules qu'ils ont brûlées. Et ce que vous voyez, ce rond-là qui est vert, c'est simplement un effet d'engrais lié à l'activité du champignon qui est en train de minéraliser la matière organique et qui en consomme une partie pour faire sa biomasse et qui en respire une autre, ce qui recycle l'azote et le phosphate. Vous voyez que finalement, le devenir de la matière organique, le fait qu'elle soit détruite et puis aussi le fait qu'une partie d'entre elles redevienne une ressource minérale, c'est une construction microbienne. Bon. Alors les microbes traitent la matière organique qui arrive au sol. Et il y a cette très jolie phrase de Pasteur qui dit que si les êtres microscopiques disparaissaient de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de matière organique morte et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Et Pasteur conclut, Pasteur qui avait donc une vision très nuancée des microbes, hein, ce n'était pas pour lui que des agents de maladie, sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Elle est incomplète sans la décomposition et la minéralisation. Alors, les microbes sont aussi responsables de l'extraction de l'atmosphère de certains composés qui vont être importants pour le sol. Vous savez tous qu'on peut enrichir en azote un champ en plantant des légumineuses qui ont la réputation d'être des engrais verts. En fait, ce n'est pas vraiment elles qui sont engrais verts. Elles le sont avec l'aide de bactéries. En effet, elles ont sur leurs racines des nodosités que vous voyez à l'écran. Et quand on regarde le contenu de ces nodosités, on s'aperçoit que c'est bourré de bactéries qui sont hébergées là et nourries par la plante en carbone, qu'on appelle des rhizobiums. Et ce sont ces rhizobiums qui sont capables, grâce à l'énergie qu'ils obtiennent en respirant une partie de ce que leur donne la plante, qui sont capables de convertir l'azote atmosphérique en acide aminé, dont ils utilisent une partie, mais dont ils donnent surtout la plus grande partie à la plante. Vous le voyez, là, vous avez un mécanisme qui extrait des ressources de l'atmosphère pour faire des composants du sol. Et je vais plus loin. Quand les sols se sont créés, ils se sont créés sur une roche-mère qui, en général, n'a pas d'azote. C'est très très rare qu'il y ait quelques traces d'azote dans la roche-mère. Et en fait, tout le stock d'azote du sol, il est à un moment ou à un autre, il est venu de l'atmosphère grâce à de telles bactéries. De telles bactéries fixées sur les racines des légumineuses, mais aussi des fois libres dans le sol, comme les azospirillum ou les azotobactères. Donc vous voyez que la conversion de composés atmosphériques en composés du sol, c'est les microbes. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il y a un troisième flux qui alimente le sol. C'est l'altération, la transformation de la roche-mère, qui va libérer des composants, donc de l'azote, pardon, pas d'azote justement, mais du phosphate,
du potassium, enfin tout un tas de composés qu'on va retrouver dans la solution du sol. Et ça, vous pourriez vous dire que c'est une dissolution chimique. Eh bien, pas du tout. Bien sûr, ça pourrait être une dissolution chimique, mais en fait, dans la nature, ça se passe 3 ou 4 fois plus vite. Regardez, on a mis ici des petits cristaux d'apatite dans de l'eau ou dans de l'eau avec un jus de sol contenant des microbes. À gauche, sans action biologique, votre cristal d'apatite reste lisse. L'apatite, c'est un minéral qu'on trouve un peu partout, en faible concentration, dans des granites, dans des calcaires. Et en fait, ça contient du phosphate. Quand on a des bactéries, regardez, la surface est complètement grêlée. Il y a plein de trous, des trous au fond desquels sont les bactéries. Il y a des bactéries qui, pour aller chercher du phosphate, du potassium, du calcium, dissolvent activement les cristaux et augmentent la vitesse de dissolution, donc la transformation de la roche en sol. Là, vous avez un cristal de mica noir qui est une source de fer. Et vous voyez qu'il y a une craquelure. Et quand on passe dans un mode de microscopie où on détecte en vert les bactéries sont agglomérées dans la craquelure en train de l'agrandir pour en extraire du fer. Bref, la transformation des composés de la roche-mère en composants du sol, c'est encore les microbes. Alors, il y a des démonstrations expérimentales un peu violentes. Je vous expliquerai après pourquoi elles sont violentes, du fait que vraiment sans microbes, ça se passe mal. Des collègues de l'INRA de Dijon ont créé artificiellement des sols où ils ont réduit, ils ont stérilisé, ils ont mis quelques gouttes de jus de sol dessus pour recréer des sols avec 30% seulement, pardon, 70%, 30% de baisse, 70% de la diversité microbienne initiale. Et puis ils ont regardé qu'est-ce qui se passait dans ces sols. Ils se sont aperçus que la minéralisation de la matière organique, le recyclage, se faisait moins vite. Pas étonnant. Ils se sont aperçus que les plantes poussaient moins bien sur ces sols-là. Vu qu'il n'y a plus de recyclage de matière organique, c'est pas étonnant. Ils se sont aperçus que la stabilité structurale du sol, la résistance notamment au délitement dans l'eau, était diminuée. Et puis, autre chose très importante, ils se sont aperçus que quand ils introduisaient des pathogènes, ces pathogènes restaient 5 fois plus longtemps dans le sol en moyenne. Pourquoi? Parce que c'est un sol où les niches écologiques sont moins saturées, il y a de la place pour des nouveaux arrivants. Donc, quand on réduit la diversité microbienne, on réduit cet effet de foule, cet effet d'écran de masse constitué par le fait qu'il y a déjà plein d'habitants. Donc, vous voyez que des aspects de fertilité biologique, de fertilité physique et des effets de barrière contre les pathogènes sont vraiment liés aux microbes du sol. Puis enfin, des microbes qui assurent, et c'est ceux sur lesquels travaille mon équipe, le convoiement des ressources du sol vers les racines, ce sont des champignons qui forment des mycorhizes, et pour les écosystèmes agricoles, ce sont plutôt les endomycorhizes à arbuscules. Alors vous avez du maïs à gauche, et puis à droite, eh bien, vous avez quelque chose que tout le monde appelle des racines et que moi j'appelle des mycorhizes. Car quand on regarde bien, quand on les a arrachés du sol, on ne voit plus rien. Mais quand on regarde finement une racine qui a poussé par exemple dans un gel, on voit très bien qu'elle est connectée à de multiples filaments microscopiques de champignons, des filaments qui explorent le sol d'un côté, qui de l'autre côté rentrent dans la racine, ce qui fait que ce que vous avez à droite, bien sûr c'est de la racine, mais c'est bourré de filaments de champignons. D'ailleurs, des filaments de champignons dont vous le voyez, ils rentrent dans les cellules du maïs. Vous avez les cellules racinaires du maïs qui sont parallipipédiques, et vous voyez que vos filaments rentrent en se ramifiant dedans, en créant une superbe surface d'échange. Et là, qu'est-ce qu'ils échangent? Eh bien, ils échangent contre des sucres de la plante, l'eau et les sels minéraux qui ont été collectés dans le sol. En effet, il y a un déploiement, grâce à toute la nourriture qu'ils trouvent sur la plante, tous les sucres qu'ils trouvent sur la plante, d'un réseau colossal de filaments, qui, IF, c'est le nom technique pour les filaments des champignons, qui explorent le sol et qui réalisent une interface accrue d'un facteur 10 000, mais surtout, ça coûte moins cher en carbone de faire un filament que de faire une racine. Ces filaments, ils coûtent 100 fois moins cher en carbone, ce qui représente une efficacité d'exploitation du sol de 100 par 10 000, 1 million de fois plus efficace. C'est-à-dire c'est moins cher pour explorer plus. Donc vous comprenez la logique qui se cache derrière, qui est une logique où l'approvisionnement de la plante est réalisé par ces champignons. Alors ces champignons ne sont pas ceux qu'on retrouve sur les arbres forestiers. Les arbres forestiers ont d'autres types de champignons, mais les champignons qui partagent les mêmes champignons que les plantes de culture qui font des endomycorhizes arbuscules,
Et là, c'est intéressant pour des perspectives justement de complantation et de complémentarité, sont les frênes, les noyers, les érables, toutes les rosacées, c'est-à-dire nos fruitiers, et puis aussi les liquides en barre. Alors, je les ai mis en italique parce que je n'aime pas beaucoup les plantes introduites. Ça se finit souvent mal, les introductions. Ça se finit par des co-introductions de pathogènes ou par des plantes qui deviennent invasives. Et de toute façon, c'est des plantes qui n'ont pas forcément une grande adaptation à nos écosystèmes. J'aurais pu mettre le tulipier de Virginie en italique aussi. Tulipier de Virginie qui est devenu invasif dans certains pays d'Europe. Donc, qu'il faut proscrire absolument. Donc, vous voyez qu'il y a quelques arbres qui partagent les mêmes champignons, même si la plupart des arbres forestiers de nos régions n'ont pas ces champignons-là, ils ont d'autres types de mycorhizes. Un petit mot sur l'état des sols et les usages qui va déboucher sur un certain nombre de pratiques, à contrario, recommandées. Alors, on a un atlas des bactéries du sol de France qui est paru, je crois, en 2018, et qui est un ouvrage remarquable qu'on doit aux collègues de l'INRA de Dijon, et qui nous montre que, en termes de masse microbienne, on voit très bien que les grandes régions agricoles sont celles qui ont le moins d'ADN, en bleu, de microbes, alors qu'on a beaucoup plus d'ADN de microbes en rouge dans des régions qui ne sont quand même pas des régions de très grande culture, Massif central, Pyrénées, les Vosges ou le nez de la Bretagne. En fait, on voit très bien que plus on a une agriculture interventionniste, moins on a de biomasse de microbes. Et de ce point de vue-là, on en a beaucoup dans les forêts de microbes, en quantité, on en a moins dans les prairies, on en a moins dans les cultures retournées, et on en a beaucoup moins là où effectivement se déverse pas mal d'intrants dans les vignes et les vergers. Alors ça, c'est la quantité. Maintenant, qu'en est-il du nombre d'espèces? Alors là, il se cache une bonne nouvelle. Une fois de plus, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie, il faut bien insister sur cette nouvelle-là. C'est qu'en termes de diversité, quand vous regardez la carte de France de la diversité des microbes, vous ne voyez plus de logique claire entre régions agricoles et régions non agricoles. Et quand vous regardez le résultat, vous vous apercevez qu'en termes de nombre d'espèces présentes dans les sols, on en a autant dans les forêts, dans les prairies, dans les cultures, dans les vignes et les vergers. On a même un tout petit peu plus dans les vignes et les vergers et les cultures, et ça tient en fait au type de sol sur lesquels on installe ces types d'agriculture qui sont des sols où il y a d'emblée, dès le départ, plus de diversité. Ce que cache ce résultat, c'est l'histoire de toute la biodiversité en Europe pour les insectes, pour les oiseaux. L'effondrement actuel, c'est un effondrement des populations. On a peu d'espèces qui ont disparu. Évidemment, si les populations continuent à s'effondrer, certaines vont finir par avoir 0 individu. Donc c'est une très mauvaise tendance. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, on n'a pas perdu d'espèces. Et donc, il est temps de bouger. Voilà, il est temps de bouger. Aussi bien pour les insectes, pour les oiseaux, que pour les microbes du sol. On a donc encore notre patrimoine, simplement il est en train de se casser la gueule. C'est ce que dit le panneau de gauche. Il y a de moins en moins de représentants par espèce. Quand on regarde un petit peu en détail les modes de culture, eh bien, on s'aperçoit que finalement les forêts ont des grandes quantités d'ADN microbien. Dans les prairies, on en a pas mal non plus. Quand ces prairies, par contre, sont des jachères qui ont un héritage agricole, c'est un peu moins beau. Et puis, vous voyez que dans les forêts de conifères ne sont pas les plus intéressantes. Quand on regarde les cultures, on s'aperçoit que là, il y a quand même beaucoup moins d'ADN microbien. Hein. Les petits visages qui font la gueule, là, plus ou moins, hein, c'est les différents niveaux de tests statistiques. Et la monoculture, c'est vraiment pas la joie parmi toutes les cultures. Et évidemment, vignes et vergers tiennent la corde pour les endroits où la quantité d'ADN, donc la quantité de microbes, est la plus basse. Et ça, c'est un aspect de la biodiversité, la quantité. Ne serait-ce que parce que, à un moment, quand la quantité tend vers zéro, une espèce est en train de s'éteindre. Les auteurs de cette étude ont classé les sols autour d'une valeur de référence, au-dessus de laquelle on peut dire que les sols vont bien, et puis d'un seuil critique qu'ils ont arbitrairement fixé à 30% de la valeur de référence. Et là, ils ont regardé où se plaçaient les 2200 sols de France qu'ils avaient étudiés pour leur bouquin. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que 35% sont au-dessus de la valeur de référence, on peut dire qu'ils vont bien. 55% sont entre le seuil critique et la valeur de référence, là, il faut agir. Et on n'a que 10% qui sont en dessous du seuil critique qui vont vraiment mal. Ça veut dire que finalement, on est très dans l'agrivagie en ce moment, mais c'est vrai que l'agriculture à long terme, elle abîme, mais enfin, elle n'a pas encore tout abîmé. Alors, pourquoi est-ce qu'elle abîme? En réalité, on s'aperçoit assez vite que le problème majeur, c'est de retourner le sol. Pas forcément de le travailler, mais de le retourner. D'ailleurs, vous voyez très bien tous ces oiseaux derrière le trait de charrue, là, ils sont en train de faire un dégât pas possible dans les vers de terre. Ça, c'est déjà le signe que ça se passe très mal, un labour. Un labour, ça met en surface desséchante des organismes qui sont habitués à être au fond du sol. C'est d'ailleurs comme ça que
Oui, voilà, donc c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que ça déchire les filaments de champignons. Ah ben oui, les champignons sont filamenteux. Les rondes sorcières, vous en trouvez que sur les pâtures et les vieilles pâtures. Dès que vous retournez, il n'y a plus de rondes sorcières parce que vous détruisez les champignons. Et puis aussi, le labour pratiqué en début de saison, ben, ça laisse des surfaces terribles, libres à l'érosion. Alors, regardons un petit peu les faits. Quand on regarde les effets du labour sur le nombre d'espèces de bactéries et le nombre d'espèces de champignons, on s'aperçoit que le labour, eh ben, il y a plus d'espèces de bactéries qu'en semi-direct, c'est-à-dire sans labour. Tiens, ce serait donc bon pour les bactéries. Ah ben oui, mais quand on regarde les champignons, on s'aperçoit que quand on laboure, il y a moins de champignons qu'en semi-direct. Et on comprend pourquoi il y a plus de bactéries. Quand vous avez détruit les champignons, vous faites plus de place pour des espèces de bactéries avec lesquelles ils sont habituellement en concurrence et qu'ils éliminent. Donc labourer, c'est détruire les champignons et marginalement favoriser un peu les bactéries. Voilà l'histoire sur la biodiversité du labour. Mais le labour, il a aussi un effet, je serai très bref sur l'érosion. Vous avez ici les résultats d'une méta-analyse qui vous donne à gauche en rouge le nombre de fois ou le nombre de fois par lequel l'érosion est accrue quand on commence à labourer. Vous voyez que l'érosion est accrue d'un facteur 10 à 100 quand on laboure. Inversement, quand on arrête de labourer et qu'on revient à la permaculture, là encore, hein, c'est l'analyse de plein de travaux qui sont compilés dans ce diagramme. Vous avez une réduction d'un facteur 10 à 100 de l'érosion. Je crois que tout est dit. La surérosion dans les sols agricoles, c'est vraiment un effet du labour. Et partout où on peut l'arrêter, il faut essayer de l'arrêter. Alors, notamment à cause de l'érosion, c'est sûr, mais aussi parce que vous le voyez, finalement, il perturbe la diversité microbienne et surtout en supprimant les plantes, ben, il supprime ce qui amène du carbone dans le sol et qui nourrit les plantes. Donc, il affecte les microbes de deux façons. En empêchant certains de se nourrir de plantes parce qu'il n'y a plus de plantes, pensez aux champignons mycorhiziens. Là, ils sont en train de mourir. Il n'y aura que des spores restés dans le sol qui permettront de refaire des mycorhizes l'année suivante. Et puis, il y a les microbes qui meurent lors du labour aussi. Le dernier effet du labour, c'est d'aérer le sol. Quand on aère le sol, ça aide les microbes à respirer. Certains microbes respirent, certaines bactéries en particulier vont respirer de façon accrue. Et du coup, ça va faire chuter le stock de carbone du sol. Quand vous regardez cette jolie carte du GIS-Sol, c'est un site que je vous recommande beaucoup, hein, le GIS-Sol, vous voyez très bien que dans toutes les grandes zones agricoles, bassin parisien, bassin aquitain, plaine languedocienne, vallée du Rhône, vallée d'Alsace, plaine d'Alsace, on a une réduction de la quantité de matière organique dans les sols. Et ça, bon, c'est parce que vous avez moins de carbone qui arrive parce qu'il y a moins de plantes à certains moments, il y a plus de respiration, et donc au total, vous faites s'écrouler votre stock de matière organique. Alors même que la matière organique retient l'eau, donne du liant au sol et nourrit des microbes. Donc vous perdez ces fonctions, plus la fonction de stockage de carbone. Vous voyez que le labour, c'est vraiment un truc à repenser, à réserver au cas ou aux années où c'est vraiment inévitable. Un mot du glyphosate. Alors voilà des bacs qui sont en noir et blanc là. Au début, c'est des grands bacs dans lesquels on mesure la quantité de vers de terre en termes de nombre de crottes et de surface de crottes cumulées depuis le début de l'expérience. Et puis à un moment en rouge, on traite les bacs noirs, on les traite avec du glyphosate. Alors vous voyez que les bacs blancs, ils continuent à produire des crottes, et les crottes s'accumulent. Les bacs noirs, il y a un pic de crottes parce que les vers, ils ont attrapé la courante, ils essaient de vider leur tube digestif parce qu'il y a un truc qui leur convient pas. Puis après, il y a moins de crottes parce qu'ils sont, pour la plupart d'entre eux, morts à cause du glyphosate. De même, le glyphosate réduit la viabilité des cocons de vers de terre. Je ne vous montre pas les images, mais il réduit aussi la survie des spores des champignons qui forment des mycorhizes. Ça, c'est dommage, parce que quand on laboure, il n'y a que ces spores qui peuvent permettre de faire des mycorhizes l'année suivante. Donc, disons-le, hein, le glyphosate n'est pas une option. Alors, il y a un truc aussi marrant dans le glyphosate, c'est que quand dans ces traitements sans herbicides et avec herbicides en rouge, on regarde la quantité de nitrate, de phosphate dans les sols, vous voyez qu'il y a un tout petit peu plus de phosphate et surtout beaucoup plus de nitrate quand on a traité aux herbicides. Pourquoi? Parce que quand les vers de terre sont morts, ils cessent de manger la matière organique. Or, sur cette matière organique, il y a des bactéries. En fait, c'est ça qui digère les vers de terre. Des bactéries qui sont en train de respirer, de vivre et de libérer de l'azote et du phosphate. Du coup, comme les vers de terre vont mal, ils mangent moins, les bactéries peuvent proliférer plus puisqu'elles ne se font pas manger avec la matière organique sur laquelle elles vivent par les vers de terre, et elles peuvent minéraliser plus. Et vous obtenez des pics d'azote
et de phosphate qui sont relargués. Les vitesses momentanées de minéralisation de l'azote augmentent d'un facteur 1000, celle du phosphate d'un facteur 10. Et évidemment, ce phosphate produit en flush à toute vitesse, il ne peut pas être récupéré par les racines, donc il finit exporté dans les nappes. Et il faut mettre ensuite des engrais. Voilà, donc maintenant la question c'est, quand on a compris effectivement que les microbes, c'est eux qui fabriquent les sols en traitant tous les flux qui vont de l'atmosphère au sol, de la matière organique au sol, de la roche mère au sol, et qui sont affectés par tout un tas de pratiques, la question c'est, bon, et alors c'est quoi les pratiques vertueuses? Est-ce qu'il faut juste interdire le glyphosate et interdire le labour? Alors, je rappelle qu'il ne faut rien interdire, il faut trouver des méthodes alternatives. C'est quand même facile de gesticuler en disant on arrête le glyphosate. Dans une économie mondialisée, ce n'est pas possible. Alors, soit on change la mondialisation de l'économie, bon courage, soit, effectivement, on se donne le temps de trouver des alternatives. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des gestes, et ces gestes, c'est les plantes, la biodiversité des plantes de surface qui permettent d'entretenir des microbes. Mais si vous en voulez un exemple, il y en a un qui est vieux comme le monde. Ça fait des millénaires que les agriculteurs enrichissent les sols en bactéries fixatrices d'azote en semant des légumineuses. Ils l'ont fait bien avant d'ailleurs de savoir qu'il y avait des microbes. Donc l'exemple des légumineuses que l'on peut semer en jachère, que l'on peut semer en coculture ou en interrang, elle nous montre que ça fait très longtemps que les agriculteurs n'ont pas besoin d'être microbiologistes pour gérer la diversité dans les sols. Il suffit d'utiliser les gestes habituels, semer et manipuler le sol d'une façon qui ne le détruise pas. Mais c'est les gestes habituels, semer. Ça fait des millénaires qu'on enrichit le sol en bactéries fixatrices d'azote. Ça s'appelle les engrais verts. Bon. Alors, parlons 2 secondes de mycorhizes. Vous savez qu'il y a des kits dans le commerce qui vous proposent d'inoculer des mycorhizes dans vos sols. Outre que moi, j'aime pas ça parce que c'est un intrant, il y a plein de problèmes avec ces mycorhizes qu'on achète dans le commerce. Premier problème, budgétaire. On continue à être dans une logique d'intrant. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a dit, il n'y a pas d'extinction dans les sols agricoles. Donc, ils sont là. Il faut juste les réveiller. Ce n'est pas la peine d'aller les acheter. Ce qu'il faut, c'est les gestes qui les encouragent. Donc, 1, logique d'intrant, alors qu'ils sont là. 2, souvent, on ne sait pas très bien leur origine. En fait, souvent, c'est des choses qui sont issues, d'Inde, du Canada. Ils ne sont pas européens. Quelle idée d'introduire des microbes exotiques. On sait que quand on introduit des plantes exotiques, 1 sur 1 millier devient invasive. Et ça coûte aujourd'hui, tenez-vous bien, 38 milliards d'euros à la communauté européenne, les plantes invasives. Alors, est-ce que vous voulez faire la même chose avec les microbes? C'est-à-dire mettre des microbes exotiques dans vos sols? Moi, pas. Hein. Et puis 3, de toute façon, ces champignons se nourrissent de plantes. Et planter des plantes, c'est votre métier. Allez-y, hein, continuez à faire votre métier. Ne vous transformez pas en microbiologiste. Non. Peut-être qu'un jour, il y a déjà des boîtes qui vous proposent d'aller faire l'inoculum chez vous. C'est-à-dire qu'ils prennent votre sol, ils multiplient les champignons mycorhiziens et ils vous ramènent votre sol. Ça, c'est génial. Mais toutes les autres solutions, moi, je trouve, c'est un peu prématuré. Voilà. Et puis surtout quand c'est exotique. Alors, dans les façons de gérer les sols, on peut vouloir faire de l'agroforesterie en se disant, bah oui, mes arbres, ils vont nourrir des champignons. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a des arbres qui ont les mêmes champignons que les cultures annuelles. Ils vont nourrir mes champignons quand mes cultures annuelles ne seront pas là. Dans ce CASDAR, dans ce programme CASDAR qui s'appelle Mycoagra, qu'on a réalisé avec des collègues de l'INRA de Dijon, je dois dire que c'est l'équipe de Daniel Witz et Pierre-Emmanuel Courty qui ont réellement fait l'essentiel du boulot. Moi, j'étais là pour 2-3 tâches de préfiguration et des choses comme ça. On s'est intéressé au maïs sous-noyer. Donc, on avait du maïs avec ou sans noyer sur plein de parcelles et on a fait des prélèvements pour voir qu'est-ce qu'il y avait comme champignons mycorhiziens sur les racines du noyer et sur les racines du maïs. On a trouvé 543 espèces de champignons sur l'ensemble des échantillons. Donc, une grande diversité de champignons mycorhiziens. On a des espèces qui sont là, qu'il y ait ou non des arbres, ce que j'appelle un couvert. Et on a une 60aine d'espèces qu'on ne trouve que quand il y a des arbres, mais qu'on ne retrouve pas en l'absence d'arbres. Donc vous voyez qu'on a un effet là sur la diversité du fait d'avoir des arbres au-dessus du maïs.
Est-ce que cette diversité accrue profite au maïs? On ne sait pas. Mais il y a une étude qui a été faite, qui prolonge ça, et qui a été faite dans une parcelle. Dans cette parcelle, vous voyez ici la diversité des champignons mycorhiziens sur le maïs et sur le noyer. Vous voyez qu'il y en a plusieurs en commun. Alors, je vais les appeler par leur couleur. Hein. Le rouge, il est très abondant, il est commun. Le bleu et le vert sont assez abondants, ils sont communs. Le jaune aussi, le violet, là, le bleu foncé. Enfin, vous voyez, il y a plein d'espèces en commun qu'on retrouve sur les racines du maïs et sur les racines du noyer. Donc, il y a des partages de champignons. Il y a des champignons qui sont nourris par les deux. Mais au fait, qui sont nourris par qui? Alors, quand on regarde la teneur en carbone 13 du noyer et du maïs, c'est une forme rare du carbone. Il se trouve que le maïs n'ayant pas la même photosynthèse que le noyer, c'est des trucs un peu techniques, le maïs est plus riche en carbone 13. Du coup, si maintenant on va regarder sur les champignons quelle est leur teneur en carbone 13, on va savoir qu'il est nourri. Si on est nourri par du noyer, on doit avoir une teneur en carbone 13 qui est très bas. Si on est nourri par du maïs, on doit avoir une teneur en carbone 13 qui est très haute. Alors regardons les teneurs en carbone 13 des champignons qu'on trouve contre le maïs et ceux qu'on trouve contre le noyer. Normalement, ils devraient avoir la même valeur. Eh bien non, ils n'ont pas la même valeur. Ceux qu'on trouve sous le maïs, ils ont une valeur plus basse qu'attendue, ce qui veut dire qu'ils reçoivent aussi du carbone du noyer. Ceux qu'on trouve sous le noyer, ils ont une valeur plus haute qu'attendue, parce qu'ils reçoivent aussi de l'alimentation du maïs. Ce que vous voyez ici, c'est que ces champignons mycorhiziens, ils sont assez étendus pour coloniser d'un côté les racines de noyer et d'un autre côté les racines de maïs, et ils sont devenus un bien commun nourri par les deux. C'est quand même joli cette histoire. En fait, dans les deux cas, on peut faire un petit calcul sur un coin de table, moyennant des hypothèses simples. 30% de leur carbone vient de la plante sous laquelle ils ne sont pas. C'est vraiment intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, avec ces arbres, vous avez un moyen d'entretenir des champignons mycorhiziens qui ensuite vont être co-entretenus par les maïs à la saison. Et vous avez vraiment un réseau qui se forme et une entraide. Maintenant, je dois vous avouer une chose, c'est qu'on n'a toujours pas de résultat, là, dans ce cas-là, ce n'était pas le but d'ailleurs, sur est-ce que ça aide le maïs à pousser mieux ou pas. Là, c'est encore une autre étape. Mais nous, on voulait regarder les effets sur la microbiologie. On voit très bien que gérer les plantes, c'est gérer, par exemple, les champignons mycorhiziens, ça se voit très très bien. Là, je crois que c'est clair. Dans un article remarquable, Patricia Batilaco et Elisa Tachen ont publié des résultats sur des systèmes, alors, de mémoire, je crois que c'est frêne blé. Et ils montrent un truc intéressant, c'est qu'en fait, il semblerait qu'une partie de cet enrichissement en diversité de champignons par la présence d'arbres, elle vient du fait que sous les arbres, il y a un peu de mauvaises herbes qu'on ne peut pas couper. Et c'est ces mauvaises herbes, ou ces autres essences herbacées, qui forment un réservoir de champignons qui va enrichir ce qui se passe sur les plantes, sur la culture annuelle. Alors ça, c'est assez intéressant. Et ça nous rappelle que les mauvaises herbes, finalement, elles sont dans le réseau. Et je vais proposer un dernier exemple avant de conclure sur la vigne. Vous savez qu'on fait de plus en plus de vignes enherbées. Et on craint beaucoup, dans certains cas, de la concurrence que cela représente pour l'eau en été. Bon, c'est sûr. Après, il faut quand même dire que quand on a des plantes, ça ameublit le sol, ça crée de la microporosité et ça améliore ses capacités d'être pénétrées par l'eau et de retenir l'eau. Mais bon, ces plantes-là, elles sont mycorhizées par les mêmes champignons, les fameux qui forment ces endomycorhizes dont je vous parlais tout à l'heure, que la vigne. Et on a des fois, alors voilà plusieurs études qui vous montrent comment certaines espèces de champignons qui sont dans les patatoïdes là, sont partagées entre la vigne et des plantes qu'on trouve dans la vigne, comme des plantains, des pissenlits, des trèfles spontanés, ou encore des semis de céréales. Donc vous voyez, il y a des partages avec les plantes, spontanées ou semées, qu'on trouve dans l'interrang entre les vignes. Alors des expériences montrent que la colonisation par les champignons mycorhiziens, la colonisation de la vigne, quand on a la vigne toute seule, on a un certain niveau de référence sur les 6 premiers mois de végétation de la vigne. Quand on a du plantain, ça a tendance à réduire. Alors, vous voyez, tout n'est pas bon. Et là encore, on trouve qu'il va falloir trouver des gestes appropriés. Le plantain, dans cette circonstance-là, il n'a pas l'air bon, il réduit la mycorhisation de la vigne. Mais par contre, quand on a Tanacetum de la Tanésie, eh bien là, la Tanésie, c'est un formidable auxiliaire qui va permettre de faire monter en flèche la mycorhisation de la vigne.
Vous voyez que la gestion finalement des couverts herbacés, ça peut être un moyen de gérer les champignons mycorhiziens de la vigne. On retrouve cette idée que les plantes gèrent les microbes. Alors là, une petite manip pour vous montrer que ça peut aller plus loin, qui consiste à cultiver dans un pot de la vigne et puis une petite graminée qu'on appelle Vulpia niros, d'une façon telle que entre eux deux ne passent que des filaments de champignons ou que de l'eau. Donc on va comparer les deux choses et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à une plante ou à l'autre de l'urée enrichie en azote 15, avec des teneurs en azote 15 complètement inhabituelles pour la matière organique. Donc vous voyez, on donne ça à la vigne à droite ou bien au Vulpia à gauche, et on a des modalités de culture où les deux sont en contact juste par l'eau du sol qui circule, ou bien par des champignons. Alors regardons, quand on dépose de l'urée riche en azote 15 sur le Vulpia, qu'est-ce que ça donne sur la vigne? S'il n'y a pas de lien mycorhizien, la vigne a une certaine teneur en azote 15, qui est sa teneur spontanée. S'il y a des liens mycorhiziens, colonne de droite, là, ça augmente la teneur en azote 15, ça veut dire qu'il y a de l'azote qui est passé du Vulpia à la vigne. Maintenant, manip contraire, quand on dépose de l'azote 15 sur la vigne et qu'on regarde l'effet sur le Vulpia niros, s'il n'y a pas de lien mycorhizien, la teneur du Vulpia est très faible, c'est ce qui est attendu. Quand il y a des liens mycorhiziens entre la vigne et le Vulpia, là, ça explose. Et au total, dans les deux cas, vous avez une teneur en azote multipliée par un tiers. Alors là, vous voyez une chose importante, c'est que finalement, le partage de champignons mycorhiziens, ça permet de faire passer de l'azote de l'un dans l'autre. Et si vous arrivez à gérer le sens, et ça, vous pouvez le gérer en plantant des légumineuses, par exemple, eh bien, vous pouvez enrichir, finalement, vous pouvez fertiliser la vigne. En tout cas, vous voyez qu'il y a des échanges par ces réseaux mycorhiziens qui font que demain, on a envie que ce qu'on appelle les mauvaises herbes deviennent des auxiliaires de la gestion de ces champignons, voire même des sources de ressources que les cultures cibles maîtriseront. Alors voilà, j'en ai fini avec mon diaporama, donc je vais... Donc oui, les nématodes, il y en a plusieurs. Bon, il y a les nématodes qui bouffent des bactéries dans le sol. Ça, c'est des régulateurs des populations de bactéries qui sont très importants, parce qu'ils vont les empêcher de proliférer, donc ils vont réguler la minéralisation, un peu comme les vers de terre. Hein, et par contre, comme ils font pipi, ils libèrent de l'azote et du phosphate, ça fait partie des recycleurs vraiment intéressants. Bon. Et des gestionnaires des populations de bactéries. De là, qui est la situation historique, ont évolué deux types de nématodes. Ceux qui parasitent les racines. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils ont piqué des gènes de bactéries. Et c'est normal parce qu'à force de digérer des bactéries, ils sont en présence d'ADN de bactéries toute la journée, les ancêtres. On a des lignées qui se sont équipées d'enzymes pour dégrader la paroi végétale et qui sont devenues des nématodes qui vivent sur les racines. Nématodes à cystes, nématodes à galles, et qui provoquent des pertes quand même de récolte de 5 à 10%. Hein. Il y a notamment le nématode qui propage le cournoux de la vigne. Bon, parce qu'en plus, en piquant les racines pour les manger, ils peuvent transmettre des maladies. Bon, ces nématodes-là, on n'en veut pas. Et puis, il y a les nématodes qui ont évolué pour parasitent secondairement des insectes. Et donc ça, ce sont des agents de biocontrôle. Alors en fait, ils ont des bactéries, mais cette fois-ci, ils ne les digèrent plus. Ils les régurgitent quand ils sont rentrés dans leur proie. Ça provoque une septicémie. La proie meurt. Eux, ils mangent les bactéries qui prolifèrent. Ils en gardent une petite poignée pour, quand ils changent d'insecte, pouvoir les réinjecter dans l'insecte suivant. Ils font exactement comme vous avec le maïs, quoi. Ils cultivent leurs bactéries sur des insectes qu'ils ont tués. Ils en prennent une petite poignée quand ils changent d'insecte pour réinoculer dans l'autre insecte et ils moissonnent les bactéries qui ont poussé, en gardant un petit peu de semences pour la prochaine fois. Ces nématodes-là sont des très bons agents de biocontrôle, d'autant plus qu'ils sont souvent assez spécifiques, et c'est une très très belle perspective de biocontrôle, oui. Mais ça coûte un peu cher, et donc ce n'est valable que quand on a des cultures à haute valeur ajoutée. Vous confirmez cet aspect? Oui, ça se pratique un peu en arbo surtout, mais de ce que je connais moi dans le sud de la France, mais effectivement ça a un coût et des efficacités qui peuvent être aléatoires par rapport à ce coût justement. Oui. Et bon, en sud-est de la France que je connais un peu plus, les conditions d'humidité sont souvent un peu limitantes Oui. d'efficacité, quoi. Donc, parce que dans le nord de la France, ça peut fonctionner mieux. Mais vous savez, ça illustre un truc, hein, c'est que en fait,
toutes les pratiques doivent être essayées à la parcelle. Si on croit au terroir, il n'y a pas de solution universelle. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, à un moment, on ne fait jamais l'économie que soit une chambre d'agriculture localement, soit un groupe d'exploitants fasse l'essai et voit ce que ça donne localement. Sur des méthodes comme ça, on n'a pas assez. Vous voyez, autant pour les engrais, ça fait 150 ans qu'on fait de la recherche sur les engrais, on sait où et quand les mettre, au moins en termes de croissance de la plante. Bon. Pour ces méthodes un peu nouvelles, il y a quand même malheureusement un peu de recherche à faire. On est toujours en tension entre la compétition et la coopération. Vous savez, il y a eu beaucoup d'ouvrages et j'ai peur que celui que j'avais publié sur les microbes laisse parfois cette impression, alors même que je consacre quand même plusieurs chapitres à cette question. C'est pas parce qu'il y a de la coopération qu'il n'y a pas aussi de la compétition, et c'est pas parce qu'il y a de la compétition qu'il n'y a pas aussi de la coopération. Quand vous mettez deux plantes en lien par un champignon commun, ça peut aussi bien être quelque chose qui les rend plus fortes toutes les deux qu'un moyen pour l'une d'exploiter l'autre. Mon équipe travaille sur des petites plantules de sous-étage en forêt qui n'ont pas assez de lumière pour faire bien leur photosynthèse. D'ailleurs, certaines ont même arrêté d'en faire et qui sont nourries par le réseau mycorhizien et qui sont des parasites d'arbres, en fait, indirectement. Donc, vous avez raison. Quand on a une interaction biologique, il peut y avoir le pire et le meilleur. Et ceci, quelle que soit l'interaction. Moi, je connais même des champignons mycorhiziens qui, sur certaines plantes, sont des boulets qui réduisent la croissance parce qu'ils coûtent cher et ils ne donnent pas beaucoup. Alors même que le même champignon sur une autre plante, il donne beaucoup. Donc, ce que vous soulevez est un problème général, notamment dans les réseaux mycorhiziens, mais pas seulement. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, il faut regarder ce qui se passe. Et il y a des gens qui l'ont fait en agroforesterie. Si vous regardez les travaux de Christian Duprat, vous voyez très bien les travaux qu'il avait fait. Alors, des céréales sous noyer, je crois. On voit très bien qu'évidemment, vous faites moins de céréales que si vous plantiez que de la céréale. Vous faites moins de noyer que si vous plantez que du noyer, parce qu'il y a de la concurrence. Mais si vous faites la somme des biomasses produites en noyer et en céréales, eh bien, dans ces écosystèmes du nord de Montpellier, il démontre clairement qu'il produit 1,5 fois plus de biomasse. Ce qui veut dire qu'il y a aussi quelques synergies qui se développent. Et tout l'art, finalement, demain de la complexification de nos écosystèmes, ce sera de trouver les synergies plus que les antagonismes. Alors j'ajoute qu'il y a aussi, maintenant en parlant financièrement, deux autres choses qu'il faut prendre en compte. Il est possible que vous produisiez moins avec les méthodes alternatives qu'on propose, mais il faudra que vous regardiez si effectivement ça ne vous coûte pas moins en intrants. Et deux, au niveau sociétal, il faut regarder si, même si on produit un peu moins, et ça j'en suis pas convaincu, notamment sur la permaculture, on commence à avoir des idées techniques par endroits qui rendent tout autant. Mais si jamais vous produisez moins, la question c'est au niveau de la société, est-ce que l'amélioration de la qualité de l'environnement et de la santé, aussi bien des producteurs que des consommateurs, ne réduit pas d'autres coûts par ailleurs? Et là, dans une comptabilité nationale bien intégrée, non, ça veut dire que ce sera moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a aussi bien au niveau de l'exploitation qu'au niveau national à penser ça en termes de coût-bénéfice. Au niveau national, ce n'est pas encore fait, parce que quand vous achetez vos carottes élevées à coups de pesticides sur des écosystèmes dévastés, vous ne payez pas les maladies induites. Vous les payez dans vos impôts à la fin de l'année ou sur votre feuille de salaire, vous les payez dans vos impôts, ça, ces coûts-là. Donc, vous ne les voyez pas quand vous achetez la carotte. Mais la comptabilité nationale devrait être capable de voir ça et d'en faire des subventions. La lutte biologique est très réglementée. Paradoxalement, il y a des réglementations vraiment très contraignantes, à la fois, et donc il y a une bonne traçabilité de votre matériel. Normalement, vous pouvez savoir d'où il vient. Alors que, pour le coup, on n'a pas la même chose pour les organismes, les micro-organismes. On peut foutre n'importe quoi dans les sols venus de n'importe où. Je vais prendre un exemple, les EM, les Environmental Microbes. C'est ces trucs qui viennent du Japon. C'est un vrai scandale. On ne déplace pas entre continents volontairement des microbes. Enfin, c'est un truc, nos enfants ne nous le pardonneront pas si jamais il y a un invasif là-dedans.
Mais c'est permis, c'est parce qu'il n'y a pas de réglementation. Alors, avec un spécialiste du microbiote humain, hein, Joël Doré, on a une tribune qu'on voudrait passer, mais on sent bien qu'en ce moment, les gens, ils n'ont pas envie d'écouter ces choses-là, donc elle est écrite. Je peux même vous l'offrir si vous voulez. Où on dit il est temps de réglementer cette histoire-là, de façon à ce que le consommateur ait entre les mains une notice détaillée qui lui permette de savoir comment ça s'applique, où ça s'applique, d'où ça vient, quels sont les risques. Hein, ça, c'est par rapport aux droits du consommateur. Et deuxièmement, une réglementation qui évite de jouer aux apprentis sorciers, faute de toute législation. Parce qu'il n'y a pas de législation actuellement sur tous les probiotiques qu'on met dans le corps humain, parce que c'est considéré comme n'étant pas des médicaments, et il n'y en a pas non plus sur les microbes qu'on met dans les sols, parce que ça n'est pas considéré comme des pesticides ou des traitements chimiques, donc il y a un vide juridique qui fait que on ne sait pas ce qu'on fait, et vous ne savez pas ce que vous achetez. D'accord. Merci beaucoup, Marc-André.